Est-ce que c'est votre premier film? Premier long métrage de fiction, ouais. J'ai fait beaucoup de courts métrages avant. OK. Mais oui, c'est ça, c'est le premier long métrage avec des sous. Donc, avec des sous? Ben, avec un peu de financement. Là, parce que, non, mais tu sais, aussi en court métrage, au début, tu commences, on fait beaucoup des trucs par nous-mêmes, autofinancés. Ouais. Puis de ces courts métrages-là, autofinancés, on finit par. Moi, j'ai eu des sous éventuellement pour faire un court métrage avec financé. Puis de là, après ça, c'est comme si tu gagnes un petit peu ton. Tu gagnes ta crédibilité, mais c'est toujours au terme, j'ai l'impression, des trucs autofinancés. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est ça, mais c'est parce que tu peux faire de quoi. Les caméras, c'est très démocratisé aussi. Tu peux, si tu veux faire un film, tu peux faire un film, tu sais. Dans l'absolu, là, je veux dire, tu peux. Même le son va être correct, les shots sont belles. Non, exact. C'était quoi le but? Le but, quand on fait quelque chose, on a toujours un but à atteindre. Oui, oui. Donc, quand on fait un film ou on écrit un livre, on a un but à quelque part. Ben oui, absolument. Okay. C'est quoi le but de ce film-là? Ben moi déjà, je suis très cinéphile dans la vie. Donc, je viens vraiment du côté de l'appréciation du cinéma et non du côté... Moi, je suis pas né avec une caméra dans les mains à filmer toutes les parties de famille. C'était pas... Moi, je viens vraiment du côté de... J'ai consommé énormément de cinéma. À plein d'étapes de ma vie. Puis, en fait, finalement, le but, donc, c'est souvent l'inspiration que j'ai ou les trucs que j'écris viennent des carences que je dénote dans les films que je consomme. C'est-à-dire, mettons que moi, dans mon observation de la vie, des relations et de tout ça, c'est une chose, puis ensuite, on dirait que le cinéma, des fois, est pas le miroir des expériences que je vis ou que je vois. Puis dans le concept comme ça, c'est une romance, donc un film super jeune, un film qui est collé vraiment aux amours contemporaines. Les protagonistes ont 18 et 19 ans dans le film, les acteurs avaient l'âge des protagonistes. Puis c'est ça, c'était finalement de faire juste un film romantique, d'aller chercher quelque chose de beau du film romantique, mais en même temps en étant le plus authentique possible, puis le plus cru, puis le plus, comme je sais, ça au goût du jour dans un sens. L'époque. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est le propre de l'artiste de parler de son époque. Puis quand on parle de notre époque, on crée des ponts aussi. On crée des ponts avec les autres générations dans un sens. Je pense que la plupart des grands artistes ont parlé de leur époque à différents moments. Puis c'est ça qui fait qu'on dirait que l'art devient un miroir intéressant là, sur les mœurs et les époques, finalement. Fait que... Vous, là, M. Blanc, là, Fait du tout à moi, là. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. T'avais-tu l'impression de faire un film de jeunes comme toi, tu vois les jeunes, ou que c'était eux autres qui drivaient? Parce que dans le fond, ils sont à l'écran comme tout le temps. Tout le temps, oui. Fait que, c'était-tu, genre, OK, ouais, là, j'ai écrit I guess, virgule. Étrangement, c'est... Ouais, c'est ça. Déjà, ce qu'on me dit beaucoup, c'est les performances sont authentiques, sont beaux, puis sont bons, puis sont naturels. Déjà, ça, on me le dit souvent. C'est une chose, mais c'est assez proche du scénario écrit étrangement. Fait que c'est-à-dire, je l'ai quand même écrit. Il y a beaucoup d'expressions qui le disent, c'est un peu comment je les ai écrites aussi. Ceci dit, j'ai quand même une décennie de plus que eux. C'est-à-dire, je suis jeune, mais je suis pas jeune. J'ai pas l'âge des protagonistes. Fait que ça aussi, il faut, à un certain point, assumer qu'on devient dépassé très rapidement. Les expressions se renouvellent très rapidement, la façon de... Moi, j'ai 10 ans plus que toi, c'est ça. Et je me dis, OK, moi, j'ai juste pas rapport avec ce monde-là. Si je parle, ils font, OK, regarde, c'est un vieux qui parle. Je comprends ce que tu me dis. Moi, dans ma tête, je suis pas encore vieux, là. Non, exact. Donc, comme je te disais, le film, il était quand même très scénarisé. Il y a quelques petites exceptions. Il y a quelques scènes très précises dans le film où il y a de l'impro, notamment avec la petite fille, là, parce qu'avec un enfant, je trouve que... avec un enfant, je trouve toujours qu'en travail en impro, ça fonctionne souvent mieux parce que des fois c'est... Ouais, c'est ça. Des fois de dire une ligne, c'est ça, puis ça amène le beau chez tout le monde. Puis en tout cas, bref, moi j'ai déjà travaillé avec des enfants par le passé aussi dans d'autres courts-métrages. Mais quand même, comme on dit en bon français, il avait le droit d'adliber, de se mettre en bouche le texte. Fait que... Donc oui, on suit quand même bien le scénario écrit. Ceci dit, la tournure de phrase, dès que ça sonne un peu quotidienne télé, ça marchait pas. On essayait de trouver la bonne twist pour que ça sorte dans le bon joual de rue d'aujourd'hui. Donc la façon de le dire était souple, mais le cœur de ce qui est dit était assez... Puis c'est quand même un gros...
c'est quand même quelque chose de difficile à vendre parce que, effectivement, au scénario, comme par exemple la scène de la rencontre entre les deux personnages principaux, elle dure, c'est un plan séquence de 8 minutes déjà, puis ils parlent, puis au scénario, parce que tu sais, un scénario, quand c'est bien formaté, c'est à peu près 1 minute écran. C'est-à-dire, si tu lis un scénario de 95 pages, ben, c'est à peu près un film d'1h35 que tu as entre les mains. Puis, ça pour dire que cette scène-là, c'était une scène de 9 pages, de dialogue, de dialogue, de dialogue. C'est inhabituel au niveau rythmique, ça, d'avoir des scènes plus. Le fonctionnaire qui lit tes 9 pages, il commence avec ça. Il va peut-être. Ouais, c'est ça, c'est questionné. mais, ceci dit, moi, ben, pour les demandes de subvention, moi, j'ai appris à travailler avec ça, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut jamais mentir dans nos demandes de sub. Par contre, il faut tout le temps montrer ça du plus bel œil, puis faire passer ce qui peut potentiellement rebuter, c'est de le retourner à ton avantage. C'est-à-dire, oui, il y a des scènes de dialogue de 9 pages, mais voici la raison profonde du pourquoi, du comment. Puis c'est que finalement, tu essaies de trouver toutes tes faiblesses perçues. Puis c'est pas de mentir, mais c'est de les revirer en avantage. C'est vraiment un art pour faire des demandes de subvention. Ma copine est productrice, puis à travers ses yeux, j'ai comme appris à aimer ça, à faire ça. Au début, par contre, là, c'était comme pourquoi je perds mon temps, pourquoi je perds mon temps à monter des dossiers, je pourrais juste aller faire des films. Ça, disons, je l'ai eu un petit peu comme réflexion un certain temps, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est un outil de communication. Quand tu prends son temps à, par exemple, écrire dans une demande de sub, bon, traitement esthétique, voici comme qu'est-ce que je veux faire au niveau de la caméra, de l'éclairage, des couleurs, pourquoi je veux faire ça comme ça, c'est quoi la raison de fond profonde pour aller dans ce sens-là. Finalement, tu passes beaucoup de temps à l'élaborer pour ta demande de subvention, mais après ça, quand tu travailles avec ton directeur photo, ben, tiens, lis mon traitement esthétique, tu vas comprendre. C'est ça. La structure, ce que tu fais. Ben, ça organise tes idées, ouais, ça clarifie tes idées. Puis, fait que c'est ça, j'ai comme appris à être en paix un peu avec notre processus de financement public là, et les demandes de subvention, mais c'est quand même un processus compétitif, puis pour chaque oui, on a 10 non là, dans des milieux comme ça, puis pour les festivals, c'est la même chose. C'est comme, il faut avoir une carapace un petit peu, parce que si chaque refus que tu as à chaque étape de ta création ou de ta diffusion, tu le prends comme une crise existentielle, mon Dieu, tu feras pas long feu là, dans un milieu comme ça. Faut être un peu borné, un peu acharné, passionné aussi surtout, parce que sinon... Mais il y a quelque chose qui m'épate dans ce film-là, c'est qu'on s'attache, 9 minutes, là, ouais. On s'attache à ces deux jeunes-là. Hein. Ben merci. On Ben, c'est les oui. aime, on les aime, on veut pas qu'il nous arrive de mal. Ouais. Bon, on voit que c'est un gars qui a souffert. Hein. Ouais. Il vit quelque chose de souffrant. Et ça, on le sent tout le long du film. Parfois, il sort pour se permettre d'être heureux. Puis, il retourne là. Ça, c'est réussi à mon avis parce que le comédien est excellent. Je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le vois. Ouais, c'est ça. Ben, Anthony, il était le rôle principal dans le film Corbeau de Mathieu Denis. Il jouait le jeune felkiste là, de 15 ans qui pose des bombes. Oh mon Dieu, mais quand même une petite secousse de ça. Ben, ça fait quand même déjà 4 ou 5 ans. Ouais. C'est à un âge où on comme moi, quand je vois vite, 3 films par semaine, là, pour moi, c'est loin. Oui, mais non, absolument. Je suis un peu comme vous, je consomme. Mais c'est ça. Mais si on le connaissait, c'était par le film Corbeau, parce que sinon, effectivement, il n'y avait pas énormément joué. Puis Rosemary Perrault, la comédienne aussi, qui est fabuleuse, là, vraiment, mais elle a joué dans le film Les Démons de Philippe Lesage, mais un petit rôle. Oui, elle va jouer dans La Bolduc, elle a joué dans Mes Petits Malheurs à la télé, tout ça, elle fait un petit peu de télé, mais reste que c'est encore ces deux jeunes comédiens-là, c'est un petit peu encore des secrets, tu sais. Ben là, peut-être, je pense que ça l'est peut-être moins, parce que là, maintenant, je pense qu'on leur a donné des beaux rôles, puis ils brillent, tu sais, ils sont très bons. Ben, moi, je trouve, mais non, ils sont voués à surtout... Ben, les deux, mais c'est Rosemary, c'est une star, là, vraiment, là, genre... Tu peux juste passer ta bouteille, ah oui, ben oui. Ben oui. Ben oui, ça me fait plaisir. Ben oui, non, c'est ça. Mais c'est ça, ben oui, vraiment, elle a parce que ce qui était Anthony, il est voué à faire des films d'auteur, je sais pas, il a comme la gueule, il est un peu, comme je disais, il est un peu mal engueulé, il est un peu, tu sais, on le verra pas faire des pubs de yogourt, Anthony, là. Il a toujours une gueule atypique un peu, tu sais. Rosemary, ben, pas nécessairement qu'elle va faire des pubs de yogourt, c'est pas ça que je veux dire, mais
dans 10 ans, là, elle va être partout. Là. Elle est incroyable, elle est hallucinante. Mais pour revenir à l'histoire, oui, oui, oui. Moi, j'ai eu de la misère au début à comprendre ce qui s'était passé dans sa vie. Oui, c'est ça. C'était un peu après que j'ai compris qu'il s'était passé un drame. C'est ça. Quand on voit son ami dans la chaise. Oui, absolument. Ben, c'est là que ça se précise, effectivement. C'est comme plus des petits indices qui sont là un peu au compte-gouttes. Ça se dévoile vraiment en pleurs d'oignon, de façon très... Puis aussi, c'est que comme lui, il s'épanouit avec elle, du fait qu'elle n'est pas au courant de ce squelette dans le placard-là, qui est quand même vraiment gros. Puis donc, il peut redevenir lui-même. Il la rencontre au moment de sa vie où... il veut rien savoir de personne. Je veux dire, il a coupé toute sa présence web. Il fête sa fête tout seul. Il déménage dans 2 semaines. Il veut disparaître, ce gars-là. Il veut repartir incognito dans un endroit. Exactement. Il veut repartir à neuf comme incognito, comme je disais. Un endroit où personne connaîtrait, peut-être. Donc, on comprend qu'il... Sa sœur, mais sa sœur, c'est ça. C'est effectivement une relation saine qu'avec sa sœur, c'est une complice, une confidente. Donc, bon, déjà, eux, ils se soutiennent, ils se supportent. Mais puis c'est ça, puis finalement, donc paradoxalement, c'est cette espèce de... Ça, c'est peut-être très contemporain, de vivre des émotions fortes ensemble, mais en même temps, tu sais, ils veulent tout le temps ils se laissent vraiment leur bulle, leur vie, tu sais. On n'est pas un couple, on se dit pas je t'aime, tu sais, c'est comme... Quand tu s'en vas chez eux le premier matin, puis que là, il se rend jusqu'à la ruelle, puis qu'il revient en bicycle. Ouais. Elle dit, OK, attends une minute, je vais aller m'habiller. Mais tu sais, il n'a rien dit. Il a juste compris que... il avait manqué de dire quelque chose. Ouais. Les gens, ils sont comme ça. Moi, je sais pas, je trouve. Non, mais en même temps, c'est bien parce que moi, je peux déjà vous en parler un peu. On l'a présenté devant, par exemple, on est allé au collège Lionel Groux présenter le film parce que bon, le cégep à la fin du film, c'est pas le cégep de la Pocatière, on a tourné à Lionel Groux, faute de moyens. Mais bon. Et on l'a présenté donc à Sainte-Thérèse, par exemple, où on l'a présenté devant d'autres jeunes. Puis les jeunes qui ont l'âge des personnages, ils se voient vraiment dans le film. C'est un commentaire qui est récurrent. Ils viennent me voir après la projection puis ils disent « Wow, enfin, je vois des... » C'est pas des modèles, c'est pas des héros, mais c'est des gens qu'on peut côtoyer. Ils sont contents de voir un peu de leurs amis à travers les personnages ou des gens qui ont vu, qui observent une certaine frange de leur population cégepienne ou je sais pas quoi, mais comme... ils viennent me voir en mode on est content de se voir à l'écran. Fait que ça c'était le but, c'était quand même un début premier. On revient à ta question plutôt le but du film, mais c'est ça, c'était de faire vraiment un film dans lequel l'amour n'est pas idéalisé, dans lequel l'amour on s'y projette. Et je dis on parce que je pense quand même que si le film il est réussi puis il vous a fait un certain effet peut-être, oui, donc on est collé à la jeunesse d'aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'universel dans un premier amour, une romance d'été, quelque chose, c'est ça, quelque chose qu'on vit, c'est intense, mais en même temps on le définit pas difficilement. Bon, donc je pense que n'importe qui a vécu peut-être un premier amour ou des relations comme ça qui sont intenses mais éphémères, mais qui laissent une marque, et potentiellement peut-être que les gens peuvent se reconnaître. Peu importe finalement l'âge qu'on a. De toute façon, il a joué à Berlin. C'était-tu correct? La réception est hallucinante. La réception à l'extérieur du Québec est vraiment bonne. Puis je suis bien touché de ça parce que le film est quand même Montréal. C'est très québécois. C'est très. Même que ça a l'air niaiseux, mais. Pensez-y, il y a dans combien de films qui sont tournés à Montréal, on voit genre le stade olympique. Il n'y en a presque aucun. On a tendance à filmer Montréal ou filmer le Québec d'une façon très anonyme. C'est comme une ville qui flotte. Puis, on veut pas trop savoir. On veut pas trop savoir, on veut pas trop le montrer. Juste le Mont-Royal, on le voit jamais dans les films à Montréal. Moi, ça me fait capoter. Tu tournes à Paris, la Tour Eiffel est toujours là. Tu tournes à New York. Fait que Montréal, je sais pas, on a cette espèce de complexion. On a envie d'occulter la ville, étrangement. Puis, mais il y a un esprit de quartier dans le film aussi, ça parle de nous, c'est des lieux que c'est autour de mon quartier, puis les rues, l'esprit de bon. Donc déjà, bon, ça c'est une chose, donc c'est quand même très québécois en ce sens. Puis tu sais aussi Sèche tes pleurs d'Annie Bélanger, je veux dire, en Allemagne, ils n'ont aucune idée le poids culturel que cette chanson-là a. Ça fait la job, ça. La version qui est chantée, c'est comme...
Oui, c'est ça, exact. Exact, mais c'est ça, c'est comme si elle redevient universelle quand on le montre en dehors du Québec, mais ça semble pas, ça ne nuit pas à la connexion qu'on a avec le moment qui est vécu au moment où elle va faire, par exemple, la chanson. Puis je trouve ça flatteur que d'un côté, on est assumé qu'on a fait vraiment un film très québécois, ancré vraiment dans le Québec, mais que, d'une certaine façon, ça a transcendé ça, puis que ça semble pas déplaire. Au contraire, peut-être même que ça fait quasiment un exotisme, genre, on vient de prendre un cliché du Montréal ou du Québec d'aujourd'hui, puis ça plaît, ça, tu sais. Moi, quand je vois un film, par exemple, qui se tourne dans des banlieues parisiennes, ben, j'ai pas envie qu'on stérilise leur argot de banlieue parisienne. Moi, j'aime ça, il y a aussi un côté anthropologique ou sociologique d'aller voir les gens dans leur habitat naturel, donc ouais, moi ça m'a fait penser. Je vais arrêter de parler de moi. Non, mais ça me fait plaisir, je l'ai pas écouté aussi. C'est comme si tu étais parti style de ONF 68. Tu pars avec une coupe de roulettes de tape, puis tu dis on va filmer ça. Kid sentiment. Fait que je suis content qu'il y en ait un comme ça maintenant, parce que je me dis, avec tous les ados qu'on voit, multiplié par 1000 dans Riverdale ou dans d'autres affaires. Oui, un peu partout. Là. Ça, c'est des vrais petits gars d'ici. Ouais, Puis c'est bon de les voir maintenant, puis de les voir pas rouler leur air, mais rester à Montréal. Non, mais cool, c'est ça, merci. Puis, tu sais, comme si le film fonctionne, ça fait un petit peu comme ce que vous m'avez dit, au sens où ils deviennent un peu, on s'attache, ils deviennent un peu nos amis. Puis toute la mise en scène, puis le travail que j'ai fait avec les comédiens allait en ce sens. C'est-à-dire, on mettait toujours au cœur du récit. C'était jamais à propos d'être flashy, là, j'ai pas le bon mot, mais tu sais, comme c'est pas à propos de... C'était toujours au service de notre identification à eux. Puis juste la façon comment filmer, l'idée de faire des plans séquences, de les cadrer toujours les deux ensemble dans le cadre. Bon, moi, je gesticule beaucoup avec mes mains, vu que j'aime les mains, je trouve que ça parle aussi. C'est comme si j'essaie de donner toutes les informations pour qu'on puisse décoder ces deux personnages-là, de la même façon que si on allait prendre un verre avec eux, ou on passe du temps, tu sais, l'expression « passer du temps », ben, c'est ça que je voulais faire, tu sais, je voulais qu'on passe un bon moment avec ces deux personnages-là, puis si le film fonctionne, ben, à la fin, on va avoir vécu quelque chose de beau avec eux, puis c'est un peu comme quand le film finit, ben, c'est un peu comme si on vient de perdre peut-être 2 amis, mais en même temps, c'est peut-être ça qui fait que le film peut rester après. Non? Moi, j'étais sûre, quand j'ai dit son cœur est resté à Montréal, il est retourné. Ben oui, peut-être, potentiellement. Là, c'est une histoire d'amour. Mais en même temps, il y a de l'air heureux à la Pocatière. Ben oui, c'est ça, il était épanoui d'une autre façon, puis les gens aussi, ça pour moi, puis même au scénario, quand je faisais le casting, moi j'adore l'étape du casting, là, comme quand j'auditionne, moi c'est une des étapes que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime ça, puis je posais les questions aux jeunes, parce que finalement, les jeunes acteurs qui ont lu le scénario, c'est quand même des gens qui peuvent me donner un retour très intéressant. Puis systématiquement, on posait la question un peu sur la fin du film, comment les gens le voyaient. Puis c'est un peu, ça fait un peu comme test c'est soit de romantisme ou de cynisme amoureux, c'est-à-dire les gens un peu plus romantiques, ben pour eux, toutes les cartes sont là pour qu'ils se revoient. Que ce soit tôt ou tard. Elle dit qu'elle a son permis, cégep, ça dure un temps, après ça, peut-être, dans nos vies, on bouge, peut-être qu'on se retrouve. Puis, comme je disais, peut-être plus tôt que tard. Puis certains autres, c'était, non, ils ont vécu, quelque chose de... Ils se sont fait du bien à un moment dans leur vie. Ça a été éphémère, mais c'est pas non plus... Ça non plus, c'est pas nécessairement négatif. C'est-à-dire, il y a des gens, pour eux, que c'est comme l'histoire a été vécue. Cette finale-là boucle une certaine boucle, mais quelque chose... Comment dire? C'est comme si on fait la paix un peu avec tout ça, puis on accepte que ça a été un moment éphémère et positif dans notre vie, puis que ça peut en rester là. Les réponses varient, puis je le vois un peu comme, je trouve ça drôle, je le vois un peu comme un test de romantisme, peut-être. Moi, mon côté romantique, là, l'a vu à la Pocatière quand il arrive dans l'appartement de chez sa sœur, il dit « Allô, s'il y a quelqu'un? » Je dis « OK. » Elle est là. Ah oui, hein? Ok, toi, t'es très romantique. Moi, je suis très... Elle est arrivée, elle a débarqué. Il y a d'autres gens qui pensaient qu'elle allait débarquer au salon de tatou aussi. Oui, c'est la première fois que j'ai pensé. Il y a d'autres gens qui pensent ça. Oui, c'est là qu'en plus, c'était sa fête. Mais elle l'a appelé quand même, j'étais pas loin. Mais c'est ça. Mais donc,
c'est ça. Je pense que la fin, en ce sens, elle est un peu ouverte, mais je pense qu'elle est quand même satisfaisante au sens où, comme on a quand même bouclé une boucle aussi, une fin ouverte pour une fin ouverte, des fois, c'est pas... Personne s'est levé en chiolant. On a juste 4 dans la salle, là, mais... mais non, mais... En ce sens, je pense que comme je disais, c'est pas une fin où on a fermé toutes les portes de la façon la plus scénaristiquement parfaite possible. Mais moi, de toute façon, c'est pas nécessairement ça qui m'intéressait. C'est correct des fois de laisser un petit peu vivre le film après dans l'imagination du spectateur. Là, toi, tu as tourné ça en 2016, puis c'est le 15 jours 2017. ouais, ben c'est ça. Ben, pour prévoir l'année. Oui, pour vrai. Pourquoi il n'y aurait pas une suite à ça? Ben, Parce que ça nous laisse sur l'impression qu'il va y avoir une suite. Quand on sait que les Québécois n'ont pas de mémoire, on n'a pas de mémoire en politique, on n'a pas de mémoire. L'ironie du je me souviens des plaques de char. Moi, je me dis, il va sûrement revenir à Montréal, il va se passer de quoi. Moi, dans ma tête, il y a une suite à ça. Ben, écoute, moi, je suis allé à fond, donc c'est-à-dire avec ces personnages-là. Je pense que j'ai mis du mien suffisamment. Ceci dit, la porte n'est pas complètement fermée, mais c'est drôle que tu en parles parce qu'un des films qui est peut-être une certaine influence du film, c'est un film qui s'appelle Before Sunrise de Richard Linklater, un réalisateur américain. Puis lui, il a fait une suite, il y a Ethan Hawke puis Julie Delpy dans le film. Puis eux autres, ils ont fait des suites. Il y a eu Before Sunset, puis il y a eu Before Midnight récemment, qui ont fait à chaque 9 ans, c'est ça? Ouais, c'est 95, 2004, puis 2013. Puis c'est comme si on suit... Au début, c'est une idylle qui est en voyage, deux personnages qui ont juste une nuit à vivre ensemble. Puis ensuite, dans Before Sunset, ils se retrouvent, puis dans Before Midnight, bon. Et c'est drôle, en tout cas, c'est comme s'ils jouent avec le temps, puis on évolue. C'est comme si les suites sont aussi des points dans le temps un peu qu'on les suit. Fait que tu pourrais leur faire dans le temps. Écoute, on en reparlera là, mais il y a un côté de moi aussi qui me dit c'est correct. Je pense qu'on a exploré ces personnages-là. J'ai l'âge que j'ai raconté l'histoire que j'ai à l'âge que je voulais, tu sais. Puis j'ai d'autres histoires à raconter, j'ai d'autres choses à dire aussi. Puis ça peut être aussi correct de laisser le film, comme je disais, un petit peu vivre. En fait, moi, j'ai un passé de nageur de haut niveau. Je fais de la natation de compétition professionnelle avant de faire du cinéma. Puis j'ai... Pascal Hugo, d'Occupation Double. Ouais, PH, c'est un de mes amis, ça. Ouais, PH, c'est un de mes bons amis. J'ai nagé avec PH. Moi. Ah, mais c'est vrai, tu viens de Québec. Oui. L'Université Laval. Oui, l'Université Laval. Non, PH, c'est un super bon ami. Il était là, d'ailleurs, à la première du film à Montréal. Puis il est au générique de mon film parce qu'il a vu une copie de travail puis il m'avait donné des commentaires. C'est ça, j'ai vu son nom. Il est dans le générique de fin. Mais parce que c'est ça, c'est un ami à moi que je connais bien avant ce fameux show de télé qui a un peu tout changé. Mais non, mais c'est cool. Puis c'est ça, bref, j'ai un passé de nageur. Puis j'ai écrit un film aussi qui serait centré sur des nageurs professionnels, principalement un personnage qui prend sa retraite après les Jeux Olympiques. Fait que le film se passerait exclusivement aux Jeux Olympiques. Mais on suit donc un personnage qui vit ses dernières courses en carrière. Puis ensuite, c'est un peu le blues post-olympique, mais dans l'immédiateté de la vie post-sport, puis ça vire en party assez débauché. Là. Les Jeux Olympiques, c'est assez documenté que c'est un peu intense à ce niveau-là. Là. Moi, ben, quasiment. Fait qu'en tout cas, donc j'ai écrit un film un peu sur disons, le côté un peu caché de l'univers des athlètes d'élite internationaux. Quelque chose qu'on entend parler souvent. Ouais, ben on en entend parler, mais c'est très mythifié. Puis moi, j'ai des amis encore, comme... j'avais déjà cette idée de film-là, même avant de faire les faux tatouages. Puis j'ai une de mes bonnes amies qui s'appelle Sandrine Mainville, qui est elle a gagné une médaille, elle, à Rio, là, dans un relais, justement. Puis elle a filmé énormément d'images. Fait que moi, c'est une recherche en or massif parce que moi, j'ai plein d'images. Elle m'a donné accès à ça. J'ai plein de backstage d'Olympique, des meetings, des rencontres avec le coach de l'équipe puis l'équipe olympique, des choses qu'on voit pas à la télé. Mais qui moi m'intéresse énormément. Donc c'est vraiment, donc je disais, un film qui se passerait sur les coulisses du monde de la performance d'élite là.
potentiellement aux Jeux olympiques. Je dis potentiellement parce que ça pourrait être aux championnats du monde aussi, parce que les Jeux olympiques, là, on embarque dans un dédale peut-être légal. Là. C'est le CIO, c'est un peu la mafia. Là. Pour vrai, fait que ça se pourrait que... Mais ça pourrait fonctionner aussi aux championnats du monde. Bon, oui. C'est sûr que les Jeux olympiques, il y a un folklore quand même qui est intéressant et qu'on veut explorer, mais... Ouais, mais c'est une compétition, disons, là, tu sais, de... Sur le jeune, sur les jeunes qui sont... Sur les athlètes. Sur les athlètes? Ouais, Okay, mais ça serait une fiction, donc c'est des personnages fictifs, mais je veux dans... Un peu tout ça, un peu tout, exactement. Un peu tout. Même quasiment le patriotisme qu'on a dans des compétitions comme ça internationales. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de terrain d'exploration avec ça, mais j'aimerais ça le faire aussi d'une façon qui est assez intime finalement. Encore une fois, c'est les personnages qui viennent d'abord. Les faux tatouages, c'est vraiment ça. J'écris pas nécessairement avec des acteurs ou des gens en tête. Je fais un processus. Comme je disais tantôt, j'aime beaucoup le casting. C'est une des étapes que j'aime beaucoup puis qui me nourrit. Puis c'est ça. Mais là, j'aimerais le faire avec des vraies nageuses olympiques. Mais j'ai déjà travaillé avec des non-acteurs. Question d'épaule. Question de shape, question d'épaule, mais aussi c'est que j'en ai un petit peu ras-le-bol. Je parlais tantôt de cinéphilie, puis où est-ce que mes idées viennent? Ils viennent de ce que je vois pas dans les films. Moi, comme mon passé d'ancien sportif, ben je me reconnais pas dans les films que je vois. Les films de sport sont tellement idéalisés, c'est tellement pas ce qu'on vit. C'est fou là, comment il y a un décalage. Fait que moi je me dis, humblement, ma voix d'artiste elle peut aller là. T'sais. Je me dis, c'est là où j'ai un point de vue qui est peut-être un peu unique, puis il y a un film à faire. Puis c'est un petit peu le même rapport avec les faux tatouages, qui était moins grandiose que les Olympiques et tout, mais avec la romance, puis le rapport à l'attachement, puis l'amour d'aujourd'hui, je sais pas. C'est comme si je le vois pas au cinéma, je me dis, ok, c'est peut-être là que je peux me faufiler, il y a peut-être un film à faire, puis après, on l'écrit, puis on le fait. Parce que ça, c'est pas... t'as pas eu $1 million, c'est quoi ton budget à peu près, là? Ça ressemble à quoi, là? Ah, vas-y, aucune pression pour répondre. Non, je t'ai touché, non? J'ai pas de stress. On a eu le programme, c'est un nouveau programme, nouveau, ça fait quand même 4 ans, je pense. Ça s'appelle le micro-budget de Téléfilm Canada. Ouais. Ça, c'est une enveloppe de genre 125 000. Ensuite de ça, on a complété ça avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. On a eu on a accès à des crédits d'impôt, comme on a des gens sur le payroll, là, les crédits d'impôt pour les productions, c'est quand même un certain montant. Puis on a eu éventuellement de l'argent de notre distributeur canadien. Mais grosso modo, on parle d'un budget pas énorme. Je peux bien le dire, le chiffre, là, ma productrice n'aime pas ça quand je le dis, mais je le dis pas. C'est 250 000. Mais c'est vraiment peu. Là. On a tourné le film en 15 jours. 15 jours, c'est vraiment pas long. 15 jours? Ouais, c'est pas long. Tu sais, comme par exemple... faut que tu sois préparé. Quand tu n'as pas le temps, il faut que tu compenses avec des idées. Tu arrives avec les idées claires. Tu peux pas commencer à t'entonner sur le plateau parce que là, sinon, tu n'y arriveras jamais. Pour vrai. Là. Fait que, le fait que tu avais des plans séquences, c'était-tu moins compliqué ou plus compliqué? Parce que, mettons, tu fais une run de 6 minutes, si tu la refais, c'est 6 minutes. Oui. Le plan final, ça a pris 12 prises. Fait que, tu sais, 12 prises pour un plan de 6 minutes, justement, il dure 6 minutes le dernier plan du film. C'est quand même un après-midi quasiment de job. Là. Parce que, tu sais, tu fais pas couper, ok, back to one, on la refait tout de suite, tu sais, après 6 minutes, il y a un temps de. On débrief, on en jase, c'est comme ok, puis là on se replace. Encore une fois, peut-être c'est mon passé d'athlète, mais c'est comme si entre action puis coupé, moi je recherche une performance, vraiment une performance, tu sais. En ce sens, moi je fais pas beaucoup de répétitions. Quand je fais des répétitions, ce qu'on fait, c'est on fait juste un peu déminer le scénario. Comme je disais, un peu s'il y a des lignes qui sonnent faux, on les retravaille on the spot puis on les arrange. Mais je leur demande jamais de donner leur 100% en répétition pour que la première prise puisse potentiellement être la bonne prise. Puis je dis ça parce que le plan final, ça a pris 12 prises, mais les scènes de sexe, ça a été une prise. Et les 2 plans, là, plan séquence de scènes de sexualité, on l'a juste fait une fois, c'était beau, c'était real, c'était vrai. On n'a même pas fait de safety. J'ai quand même vérifié le plan pour m'assurer qu'il n'y ait pas un pépin technique. Là. Ouais, non, c'est ça. Oh non, on a oublié de passer sur record. Mais donc, on l'a quand même révisé. Puis, moi, j'étais comme... Il y a quelque chose de beau de se dire, on a comme créé un climat où il y a un moment authentique, vrai, qui s'est passé entre action puis coupé. Puis c'est lui qu'on a capté puis qu'on a mis. C'est romantique capter, filmer quelque chose, je trouve. C'est comme on attrape le temps. On a créé un moment qu'on a attrapé. C'est beau, tu sais. Puis
j'essaie de créer un climat sur le plateau où c'est un peu magique, tu sais, entre action puis coupé. Tu sais, si on n'est pas prêt, par exemple, des fois, surtout en numérique, on dirait que des fois on tourne un peu n'importe comment. Ah, on n'est pas prêt, mais on va filmer la répète pour, tu sais. Mais moi, j'aime pas ça parce que je trouve que ça nous met dans un état d'esprit où on... Tu performes pas. Ouais, ou c'est ça, on fait juste, on accumule, c'est très hoarder là, comme façon de filmer. Moi, j'essaie de... Peut-être parce qu'à Concordia, on a quand même été en pellicule. Moi, j'étais dans la dernière génération qui tournait encore en pellicule. Ouais, mes 2 films étudiants, c'est des films tournés en 16 mm puis en 35 mm, mon film de fin de bac. Puis en pellicule, tu niaises pas, là, comme tu filmes pas n'importe quoi, là, parce que, ouais, ben au prix que ça coûte et tout. Je croyais qu'il fallait qu'on fasse pas trop de bruit. Ouais, ben, je pense qu'on va faire du bruit de toute façon. My girl, don't. Hey, moi, c'est Mag. Non, c'est bon, c'est comme pas présenté, moi c'est Théo. C'est quoi, toi, ton animal préféré? Question d'école primaire, ça? C'est pas ma blonde, anyway. Je veux bien que c'est pas ta blonde, mais elle est cute dans son genre. De quoi dans son genre? Fuck the world, fuck the police, j'écoute des shows de métal pis tout, là, ce genre-là. Là. Je voulais juste te dire, je quitte Montréal à la fin de l'été. Mais c'est ta vie, là. C'est pas comme si on se connaissait full, anyway, je sais pas. Ah, t'as raison. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon, jamais vu l'amour créer de la haine de cette façon. Ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut l'avoir marché d'un pas long, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs.